Bonsoir et bienvenue au 13h. Eh bien, nous démarrons cette édition par cette opération qui met fin à l'occupation des domaines publics. Elle consiste en un marquage des boutiques et infrastructures érigées dans ces espaces. Le ministre du Cadre de Vie, le préfet du Littoral et la mairie de Cotonou ont effectué une descente dans certaines artères de Cotonou. Plus de détails avec Blaise Adinko et Francis Fatan. Ce bâtiment marqué à la peinture doit disparaître avant le 31 décembre prochain. Il en est de même pour toutes les infrastructures et boutiques érigées sur les trottoirs et les domaines publics. Gouvernement et autorités locales de Cotonou enclenchent ainsi la dernière phase d'une opération de salubrité et de sécurité démarrée depuis le 15 juin dernier. Le gouvernement a donné un ultimatum jusqu'au 31 décembre à tout occupant de domaines publics artificiels et naturels. Je suis descendu sur le terrain avec le préfet pour sensibiliser directement les occupants de certains espaces publics pour leur dire que cette fois-ci, l'échéance de 31 décembre doit être respectée. Je pense que cette fois-ci, on leur a donné suffisamment de temps. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les prévenir davantage qu'il faille que par eux-mêmes, qu'ils puissent enlever les infrastructures qui sont illégalement installées dans le domaine public artificiel. L'opération est diversement appréciée. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans les grandes villes. Tu ne trouveras pas ça. Il n'y a que Cotonou. Parce que nous sommes têtus à Cotonou. Nous ne répondons pas à ce que nos autorités nous demandent à ce Cotonou. Cotonou doit retrouver de nouvelles couleurs à partir du 1er janvier 2017. Pour cela, la phase de déguerpissement s'annonce sans complaisance. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le choix est très clair. Travailler dans le temps, avoir des résultats durables pour que dans 5 ans, nous puissions apprécier pour voir le chemin qui a été parcouru. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement. Force restera la loi. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous allons faire en sorte que toutes les composantes, les forces de l'ordre, tous ceux qui accompagnent de tels mouvements soient impliqués, ce qui a été déjà fait. Donc Cotonou va avoir un nouveau visage, soyez-en sûrs. La capitale économique n'est pas la seule ville retenue pour l'opération. Abomey-Calavi, Parakou et Ouidah sont aussi concernés. Les occupants des domaines publics sont invités à se conformer aux règles avant la date butoir. Et c'est sans doute une bonne nouvelle pour les transporteurs de coton. Les arriérés de la campagne cotonnière 2015-2016 seront bientôt remboursés. Cette décision a été annoncée à la faveur d'une assise ce jeudi entre les différents acteurs de cette filière au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est un reportage signé Ismen Roussinou et Jérôme Humbo. Nous avons donc été instruits au niveau de l'AIC pour que nous puissions mobiliser la somme d'un montant de 4 milliards environ, afin que nous apportons notre contribution pour pouvoir donc commencer par payer ces acteurs à partir donc de ce jour. Voilà la bonne nouvelle apportée par l'Association interprofessionnelle de coton aux transporteurs de l'or blanc au titre de la campagne 2015-2016. C'est un mécanisme de remboursement défini à l'interne pour garantir un bon déroulement de la campagne de commercialisation 2016-2017. Les transporteurs sont satisfaits. Nous sommes très satisfaits dans la mesure où cela vient comme un coup de pouce pour que la campagne cotonnière bien sûr, commence sans accroc. Nous allons inviter le gouvernement à aussi penser aux autres dettes qui restent. Il a espoir que nous serons payés d'ici mardi et que les transporteurs vont apprêter leur matériel de travail pour faire face à l'activité dans les jours à venir. Cette facture que le gouvernement est en train de payer à partir de ce jour-ci est une redevance par le gouvernement antérieur. Nous remercions le gouvernement en place qui a pris conscience de notre souffrance, nous transporteurs, et qui a pris la décision de nous payer, de payer la facture 2015. Et pour des dispositions de transparence dans la gestion des fonds, les signataires ont été bien définis. Ces différents signataires ont été désignés par l'AIC, par le ministère de l'Agriculture et par la SONAPRA. Toutes les dispositions ont été donc prises pour qu'il y ait donc de la transparence autour de la gestion de ce montant donc, qui a été donc mobilisé
au sein de la filière et pour pouvoir faciliter la tâche au niveau des transporteurs qui ont beaucoup attendu. Les paiements pourront être effectués à Parakou, à Boycon et à Cotonou. Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, Chambre du commerce et d'industrie de la Wallonie, eh bien, c'est le début d'un partenariat agissant pour des opportunités d'affaires au Bénin. Depuis quelques heures, la partie de la Wallonie s'entretient avec des entrepreneurs béninois pour envisager la pérennité de ces relations. Martial Guidigan pour Le Point. L'administration parle de l'utilité de l'extraversion et de l'ouverture à des homologues présents sur d'autres marchés. Au cours d'une séance d'échange, les entrepreneurs béninois face à la Chambre de commerce et d'industrie de la Wallonie sont venus suivre un exposé sur les entreprises wallonnes désireuses de faire du commerce ensemble sur le même marché, échanger expérience et expertise et travailler les liens pour faciliter et renforcer leur partenariat. On peut l'apprécier comme étant du pair à pair, comme on dit, donc deux agences, deux opérateurs qui se ressemblent, qui ont la même activité et qui sont au sein d'un marché national qui n'est pas d'une importance énorme, en recherchant des partenariats entre entreprises béninoises et wallonnes, partenariats qui seraient, je dirais, de tous ordres, il n'y a pas de limite intellectuelle en la matière, mais qui visent chaque fois au moins des actions conjointes de façon à partager dans certains objectifs et pour certaines opérations ou de manière beaucoup plus générale et structurelle. Ayant des affinités francophones, les chambres estiment qu'elles ont tout intérêt à réfléchir ensemble à leur business pour en faire profiter les entreprises. C'est l'opportunité que ça offre à l'ensemble de la communauté économique du Bénin de savoir qu'il y a possibilité d'étendre les échanges à d'autres pays de l'Union européenne et principalement à la Belgique dans sa partie wallonne qui est la partie francophone. Ce qui est à gagner, c'est déjà les relations que les entreprises doivent établir dans un système de binôme. Des mariages heureux pour le développement des entreprises, mais ne parlera-t-on pas après d'une discrimination ou d'un traitement différencié au plan commercial? Il n'y aura certainement pas de traitement différencié parce que nous sommes en Belgique et notamment en Wallonie partisans de vraiment le libre-échange, de l'élimination des obstacles à la libre circulation des personnes comme des marchandises et des services et des technologies. Et nous n'avons aucune raison ni aucune volonté, ce n'est pas dans notre philosophie, ce n'est pas dans nos gènes de discriminer. Voilà Martial Guidigan qui nous parlait donc de ce partenariat entre le Bénin et la Wallonie à travers les différentes chambres de commerce et d'industrie. Et contrairement à l'enseignement général, les examens de fin d'année dans les lycées techniques agricoles focalisent très peu l'attention de la presse. À l'instar des 9 lycées techniques agricoles du Bénin, les élèves de Kika affrontent les épreuves pratiques du diplôme d'études agricoles tropicales DEAT. Nous vous proposons ici d'aller à la découverte de jeunes béninois qui ambitionnent de faire carrière dans le secteur agricole, un domaine stratégique de l'économie béninoise. Shamsdine Baguidi et Kanel Kako pour le reportage. Au bout de 4 années d'études, les élèves du lycée technique agricole de Kika sont mis à l'épreuve. Objectif, obtenir leur diplôme de fin de formation. Pour certains candidats, les épreuves sont à la portée de l'apprenant moyen. Les sujets ne sont pas difficiles. On a déjà eu à pratiquer ça en classe, donc on peut dire que c'est abordable. Selon moi, l'épreuve est très abordable. Sinon, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, mais je vois que l'épreuve est très abordable à mon niveau. Où je suis présentement, je peux dire avec fierté que oui, j'ai déjà le diplôme en poche. Sur les 177 candidats présentés, 176, toutes filières confondues, ont répondu présent. Aucun incident n'a été signalé pour l'heure. On a bien démarré. Et tout ce qu'il faut est bien à leur disposition. Pour le moment, il n'y a pas d'incident. À la fin de la formation, nous organisons l'évaluation de tous nos apprenants 4 ans après la formation. Et c'est ça que nous appelons le DEAT. Donc on a 28 filles et le reste ce sont des hommes. Nous avons inscrit 177 candidats.
répartis en 6 filières. Et dans les 177, il y a un seul qui est absent. Il y a la production animale, là où nous sommes présentement. Il y a la production végétale, la foresterie, l'aménagement et équipement rural, la pêche et aquaculture, et enfin la nutrition transformation alimentaire. Cette phase pratique terminée, prendront place les soutenances. La proclamation des résultats est prévue dans les 2 semaines à venir. Éducation toujours, et on s'intéresse à l'ONG FED spécialisée dans la promotion de la scolarisation des filles qui était cette semaine dans la commune de Ndali pour une remise de prix aux acteurs de l'école. À cette cérémonie organisée dans la cour de la mairie, parents et élèves étaient venus très nombreux. Le reportage est signé Marilia Yemadjro. FEDE, l'ONG Femmes, Enfants et Environnement pour le Développement, œuvre depuis 1 an pour la promotion de l'excellence dans la commune de Ndali. À l'issue de l'évaluation certificative des 803 filles inscrites dans les 43 écoles, appuyées par FEDE ONG, le résultat satisfait. Pour les encouragements, FEDE ONG innove et gratifie 3 parents d'élèves pour leur suivi des apprenants. Sur les 732 filles qui ont composé, 381 filles ont atteint le seuil de réussite, soit un pourcentage de 52,04%. Sur 803 filles que le projet a accompagnées, 547 passent au CM2, soit un taux de réussite de 74%. Sur la base des résultats de l'évaluation certificative de fin d'année, les 10 premières filles seront primées. Pour le compte de cette année scolaire 2016-2017, 810 filles de la classe de CM2 seront accompagnées. Elles recevront également un titre scolaire. Pour l'instant, ce sont les 3 meilleures écolières, enseignants, écoles et parents d'élèves qui sont primés. Les 3 premiers prix, ça fait des vélos plus des kits. Et les kits là sont constitués d'un sac, d'une annale de cheveux et les types d'exercices, même les épreuves du concours de cette année. Nous avons en 2 modèles différents. Germain Lino, le représentant de la circonscription scolaire et le maire Gobi Gaston Yorou de Ndali, invite les parents à mieux adhérer au programme d'éducation de FEDE. L'ONG pilotera les 3 prochaines années un autre projet. L'objectif reste l'amélioration des performances scolaires. Religion à présent, Abdoulaye Maman est le tout nouvel imam de la mosquée centrale de Séméré dans la commune de Ouaké. Le guide religieux a été investi dans la plénitude de ses pouvoirs conformément aux lois islamiques et en présence des autorités politico-administratives. Les temps forts de la cérémonie avec Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé. Les filles et fils de Séméré, plus particulièrement les fidèles musulmans, conjuguent au passé leur divergence autour de la désignation de leur principal guide spirituel. La turbanisation de l'imam Abdoulaye Maman devant un parterre de délégations venues des 12 départements du Bénin en est une illustration. Ici, la cérémonie se déroule en présence du représentant du chef de l'État et les membres du comité d'organisation. Selon les lois, le gouvernement ne devrait pas se mêler des affaires religieuses jusqu'à ce niveau. Le gouvernement a pour rôle d'assurer la tranquillité, la paix, pour que chacun puisse pratiquer sa religion en toute sérénité. Si aujourd'hui je suis présent ici, c'est parce qu'à Séméré, il y a eu mésentente au sein de la communauté musulmane, avec la volonté des uns et des autres. Les prières des uns et des autres, le président Talon est intervenu dans la mésentente qu'il y a entre les pratiquants et musulmans de Séméré, et Dieu a fait qu'il a eu maintenant entente. Le tout nouvel imam de la mosquée centrale de Séméré, Abdoulaye Maman, va à son tour s'adresser à ses fidèles, d'abord en arabe puis en langue locale pour le retour définitif de la paix au sein de la communauté. Le consensus autour du guide vient mettre un terme à plusieurs années de division. Depuis que cette crise a commencé, vraiment on n'a pas la tête sur les épaules, on court par ici, on court par là, parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas
développement. Et je profite pour remercier très sincèrement le ministre d'État, le ministre Abdoulaye Biao-Tchane, le président de la République qui s'est impliqué personnellement pour gérer cette crise et tous ceux qui sont autour, tous ceux qui ont participé pour la gestion de cette crise. Aujourd'hui, le problème d'Imama à Séméré, c'est terminé. Les deux protagonistes d'hier, aujourd'hui, on les demande de nous aider, d'aider l'imam qui est là pour réussir sa mission. Les manifestations ont pris fin par la remise officielle des clés du lieu de culte autrefois interdit d'accès. La population se disperse enfin dans le calme, signe de la paix retrouvée à Séméré. Et on quitte Séméré pour Parakou, cette fois-ci, suite à une décision du conseil municipal de cette localité. La gare routière qui fait face à l'hôtel de la ville sera délocalisée dans quelques jours. Cette décision qui vise, entre autres, à rendre la ville plus belle suscite des réactions chez les usagers. Dorcas Cito, Cadnel Capo et Epiphane Senaro. Bientôt, cette gare routière, la principale de Parakou, qui fait face à l'hôtel de ville, sera délocalisée sur cet espace aménagé du Conseil national des chargeurs du Bénin. Une décision du conseil municipal. Cette politique de la mairie de Parakou d'assainir la ville n'enchante guère les résidents de cette gare. L'endroit là, que la mairie veut nous amener là, c'est un site de CNCB. Il y aura même des taxes que nous ne pouvons même pas supporter. Là où que les anciens maires nous ont octroyé, nous avons les papiers. Ils n'ont qu'à laisser, nous allons installer là-bas. Et ici sera comme notre parc central, comme Djonké. Et là, les passagers qui vont vers l'Interland, les autres seront ici. Ceux qui veulent aller vers Niamey, soit au Burkina, et tous seront ici. Pour les usagers de la gare également, la décision comporte aussi bien des avantages que des inconvénients. Si l'autogare est resté ici, ça m'avantage. Mais dès que l'autogare sera délocalisé, donc ça nous fera encore beaucoup de peine, beaucoup de tracasseries avant de trouver d'abord un taximan. Puis en ce moment, les tassimans ne seront plus à côté de nous, ils seront éloignés. Si ça se passe ainsi, c'est bon, ça va permettre à la ville de se développer. Et là, les passages seront aérés, donc on aura une libre circulation dans la ville. Ces conducteurs souhaiteraient occuper l'un des 3 sites mis auparavant à leur disposition. Aussi voudraient-ils échanger avec le maire pour trouver un terrain d'entente bénéfique aux deux parties. Et si certains ne sont pas satisfaits de ce projet de délocalisation de la gare routière centrale de Parakou, d'autres, par contre, l'applaudissent. Il s'agit des conducteurs de taxi moto du Bénin. À travers une déclaration faite au siège de leur fédération au quartier Sinagouro, le porte-parole Rémi Biaou évoque les raisons de leur adhésion à ce chantier lancé par le maire Charles Toko. Suivez ici un extrait de cette déclaration au micro de Rafiou Assoumanou et Giscard Akouvi. Nous, conducteurs de taxi-moto de la commune de Parakou, venons par cette déclaration affirmer en toute sincérité notre détermination à accompagner le maire Charles Toko dans la construction de notre chère ville Parakou, tout en soutenant les réformes telles que le déplacement des divers autogares dans un endroit plus sécurisant, bien vaste et performant. Nous sommes très émus du fait que syndicats et conducteurs soient dans la même dynamique que Monsieur le maire pour faire de notre commune Parakou une ville phare au Bénin. Quant à nous, conducteurs de taxi-moto, vu l'immense place réservée au parc commun, suggérons à son Excellence, Monsieur le maire, la construction d'un hangar pour notre abri, tout en reconnaissant les avantages de l'événement des taxis flottes que nous propose le gouvernement du président Talon. Nous souhaiterons vivement que le maire Charles Toko nous aide à nous reconvertir dans ce secteur, car la plupart de nous, conducteurs de taxi-moto, possédons des permis B et peuvent bien profiter de cette opportunité.
nous lançons un appel aux conducteurs de taxi-moto, aux syndicats et à toute la population de Parakou à rester mobilisés derrière les réformes de l'équipe municipale qui a pour seul but de transformer Parakou dans l'intérêt de nous tous. Et on reste à Parakou pour faire ce constat à la faveur des travaux de la traversée de la ville de Parakou. Les populations subissent des désagréments énormes. Inhalation de poussière et dangers divers guettent les Parakois au quotidien. État des lieux avec Alexis Assoba et Claude Abiola. Tout est en chantier dans la cité des Kobourou. Décapage des voies dégradées dans la perspective d'en réaliser d'autres, routes barrées, ronflements d'engins, déviations tous azimuts, levée de poussière à rendre malades les usagers. La poussière devient de plus en plus envahissante à Parakou. Que ce soit à l'entrée de la ville ou à sa sortie, la volonté de rendre les voies plus praticables et d'embellir la cité est manifeste. Mais en échange, l'on subit d'énormes désagréments. Les gens arrosaient avant, mais maintenant il y a trop de la poussière. Vraiment, c'est de trop. Hein. On est toujours malade. Toute la ville est poussiérée. Chaque jour, on ne fait qu'acheter de l'épic pour boire. À tout cela s'ajoutent les effets pervers de l'harmattan. Il faut que la population sache qu'il prend des risques, surtout les risques d'infection au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire rhinolaryngologie du nez, cavité ORL, c'est-à-dire cavité buccale, oropharynx, et au niveau des oreilles. En dehors de ça, nous avons les infections pulmonaires, bronchite et pneumonie, de la grippe, la répétition des crises d'asthme, même de la tuberculose, des sinusites, des otites, de la méningite aussi qui est une affection grave. Face à ces complications, des consignes ou conseils sont nécessaires pour les populations. Ceux qui sont à vélo ou à moto qui circulent, il faut qu'ils mettent des masques, des cache-nez qui sont vendus dans les carrefours. En dehors de ça, vu que la montagne est associée, il faut que les gens se protègent en termes d'habillement, qui portent des pullovers, qui mettent des manteaux. Lors du ménage à la maison, il faut qu'on arrose le sol pour éviter de soulever la poussière. Les responsables en charge des chantiers arrosent par moment le sol. Visiblement qu'ils sont conscients des dangers qui guettent les populations qui, elles, souhaitent voir l'arrosage se faire plus fréquemment. Également, dans l'actualité de ce 13h, cette mise en service officielle de forages d'eau dans 2 villages de la commune de Zobo-Domain, des forages réalisés par le PSDCC, projet des services décentralisés conduits par les communautés sur financement de la Banque mondiale. Des joyaux qui étaient très attendus par les populations. On le constate avec Ernest Tétégou et Émérida Pinceton. De l'eau de bonne qualité est disponible à plein temps pour tous. De quoi faire chanter et danser les populations de Gbamé dans la commune de Zobo-Domain. Le PSDCC, projet des services décentralisés conduit par les communautés, vient ainsi d'apporter un grand soulagement à ces populations de Gbamé. Ceci grâce à ce forage alimenté par des panneaux solaires. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire merci. Merci au gouvernement, merci aux différents acteurs pour la mise en œuvre du projet PSDCC. Autre village, même bonheur. Le village d'Adjogon, toujours dans la commune de Zobo-Domain, fait aussi partie des bénéficiaires du fruit du partenariat PSDCC Banque mondiale. Fini les nombreux kilomètres parcourus à la recherche de l'eau. Fini les maladies liées à l'eau dont souffraient quotidiennement ces populations. Un forage est désormais disponible pour tous les besoins en eau. La question de l'eau ici à Adjogon nous dérangeait beaucoup. On allait chercher les eaux de ruissellement et parfois on n'en trouvait même pas. Mais on faisait avec jusqu'à l'arrivée du PSDCC qui nous a promis et nous a donné enfin de l'eau potable. Nous sommes contents et très soulagés. La commune de Zobo-Domain compte 18 villages dans lesquels le projet intervient. 4 pour le secteur de l'eau et 14 pour le secteur de l'éducation. Et pour les 3 cohortes du projet, la commune bénéficie d'un financement de 423 677 623 francs. Quand je reviens à Washington,
je vais communiquer à mes chefs que les communautés comme la communauté d'Adjogon ont bien fait avec l'argent qu'on leur a donné et qu'il serait indiqué d'allouer un autre financement à un nouveau PSDCC pour faire beaucoup plus de ces types d'infrastructures. 1000 villages bénéficient des réalisations du PSDCC sur toute l'étendue du territoire national dans les secteurs vitaux. Les populations en demandent plus et la réponse à cette demande dépendra de l'usage qui sera fait des ouvrages déjà reçus. Et on termine cette édition avec un peu de détente. On s'intéresse au festival. Il y a la 4e édition qui fait exposer 4 artistes plasticiens au centre culturel chinois. Les détails. Et tout est africain. Tout est africain dans ce refrain chanté. Ileya Ewasile. Ileya, un mot yoruba qui veut dire ça y est, il est temps de rentrer à la maison. Il est temps pour la 4e édition de ce festival artistique et culturel qui rappelle le plus que cinquantenaire de l'Afrique par les doigts magiques de 5 artistes plasticiens. Il s'appelle Bernard Ayayi. Sa toute première exposition avec nous ici. Et nous avons également le directeur artistique du Centre culturel chinois, Raymond Etienne, qui expose avec nous. Et nous avons Francel Dagbeto, secrétaire général de l'association Ileya Africa, qui expose également avec nous. Moi-même, j'expose également. Lui-même, c'est Eric Awansou, chorégraphe pour les amis, lui qui plante le décor de ce vernissage Art Artistique Africa, avec un doyen de l'ORTB. Nous avons le doyen Ndéou Gracien, n'est-ce pas, qui expose avec nous ici. Son installation est là. Depuis 1992, j'ai conçu l'œuvre là. Quel est l'état des lieux et qu'est-ce que nous laissons à la progéniture, à la génération future? Progéniture et génération future remercieront d'avoir hérité de mériter le soutien de ce centre artistique. Profitons de cette occasion pour remercier Ousmane Aliji pour cette belle place qu'il nous offre. Eric et son association ont réussi à briser la glace. Glace brisée après 3 ans de jachère où aucun plasticien n'a exposé ici. Nous profitons pour remercier Bona Carole, qui est bien sûr la marraine de l'événement. La 4e édition, ce n'est pas rien. Donc, vous avez déjà laissé votre empreinte. Première empreinte, vernissage ce jeudi 10, 11, 16. Deuxième trace, conférence ce vendredi 11, 11, 16. Qui va se passer au Centre culturel chinois à 17h30, animé par M. Romain Gracien. Troisième pas, récital musical ce samedi 12, 11, 16. Concert, podium révélation. Des artistes plasticiens également artistes musiciens, ça rime bien. Voilà, c'est un reportage signé Patrick Josué. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi. Je vous retrouve demain.